Mai 1945. Après la victoire des forces de l'Ouest opposant la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous les pays des Balkans de la Scandinavie à la Russie soviétique de Trotsky, l'Ukraine se voit réunifiée par les traités de paix et se reconstruit en s'industrialisant et en développant la culture des céréales. Le peuple a longtemps été amalgamé à la Pologne et à la Russie, et retrouve sa fierté nationale et sa langue officielle. Mais bien sûr, tout cela n'a jamais existé. La guerre a eu lieu contre l'Allemagne avec le soutien de Staline, et l'Ukraine s'est vue intégrée à l'URSS avant d'être plus ou moins volontairement un satellite de la Russie moderne. Bienvenue sur Histofocus. Aujourd'hui, nous allons remonter à l'origine de l'Ukraine afin d'essayer de comprendre la situation actuelle. Plusieurs peuples ont peuplé le territoire actuel de l'Ukraine, en commençant par les Cimériens, oui le peuple de Conan, par les Scythes, pas ceci mais cela, par les Sarmates, qui d'après la légende descendent des Amazones, et par les Grecs. Aux environs de -300 se crée la Bosphoranie, un royaume situé autour du lac Méotide et qui place sa capitale en Crimée. En -47, le royaume passe sous protectorat romain, et après la division de l'Empire romain, la Bosphoranie passera sous domination byzantine. Au IIIe siècle, les Goths, les Antes et d'autres peuples nomades sillonnent le territoire et laissent une trace de leurs coutumes et de leur artisanat dont on retrouve des vestiges dans la culture de Tcherniakov. Pour ceux que ça intéresse, la culture de Tcherniakov est une culture pré-slave qui s'est développée de la Biélorussie au bassin du Bas-Danube en passant par l'Ukraine. Ces peuples ont croisé plus ou moins pacifiquement les peuples nomades d'Asie et de Turquie, tels les Huns, les Tatars et les Mongols. Au VIe siècle, les tribus slaves occupent pacifiquement l'actuel territoire de l'Ukraine et elles ont joué un rôle important dans la fondation de Kiev par les Scandinaves. Oui, les Scandinaves. En 882, les Slaves reçoivent la visite des Vikings venus de Suède et le commerce s'installe. Les Varegs, puisqu'ils s'appellent ainsi, fédèrent les tribus slaves de la Baltique à la mer Noire et un de leurs chefs, Oleg le Sage, s'empare de Kiev. La ville avait été fondée 400 ans plus tôt pour servir d'étape dans le commerce entre Constantinople et la Scandinavie. Les Varegs continuent ainsi leur expansion car ils étaient déjà installés un peu plus au nord, à Novgorod. Oleg fait partie de la dynastie des Ryuriks, dynastie qui est à son apogée à cette époque. Ils se font appeler les Russes et sont à la tête d'un territoire couvrant le nord de l'actuelle Ukraine, la Biélorussie et l'ouest de la Russie. C'est de là que viennent les noms russe et ruthène. La dynastie des Ryuriks, comme toutes les tribus vikings, s'assimile aux habitants des territoires conquis et se slavilise peu à peu. Au IXe siècle, c'est le plus grand État d'Europe. C'est dans ce territoire qu'arrive un jeune missionnaire chrétien qui christianise la noblesse et une partie de la population. Plus tard, sous le règne de Yaroslav le Sage, le prestige de l'État kievien atteint son apogée. L'État s'étend de la Baltique à la mer Noire et de la Volga jusqu'aux Carpates. Yaroslav fut un grand bâtisseur et c'est sous ses ordres que fut construite la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Après le règne de Yaroslav suivirent de nombreux conflits et la fragmentation de l'État. Kiev fut pillée à plusieurs reprises, en particulier par les Tatars et les Mongols. Les Mongols firent le siège de Kiev et les principautés russes et ruthiennes ont donc reconnu la souveraineté des Mongols. C'est avec l'invasion des Mongols et l'éclatement de l'union des Slaves orientaux que se sépare l'histoire des Ukrainiens, des Biélorusses et des Russes, notamment par les coutumes et par la langue. Les Russes passent sous dominance des Mongols, et les Ukrainiens et les Biélorusses sous dominance lituanienne et après lituano-polonaise, aidés par un grand exode de la population vers ces royaumes lors des invasions mongoles. Fun fact, les terres russes retrouvent leur indépendance au sein du Tsarat de Moscou qui en 1721 deviendra la Russie, en référence aux Russes de Kiev. C'est durant la période lituano-polonaise que se forment les Cosaques, qui refusent la servitude et la domination catholique. Les Cosaques sont à l'origine des mercenaires, des brigands et des pirates qui naviguaient sur la Volga, qui sont d'origine mi-slave, mi-turque. Ils sont réunis en bandes, ils louent leur service aux peuples limitrophes des steppes, et se retrouvent aux côtés des Moscovites, des Lituaniens, des Moldaves ou des Polonais suivant la demande. Par exemple, le gouvernement polonais les utilise contre les Tatars, puis contre les Turcs ottomans qui dominaient la Crimée. Nous voici dans la bibliothèque de l'histoire. C'est un endroit où nous pouvons analyser et réfléchir à ce qui se serait passé si l'histoire s'était déroulée autrement. Revenons un peu sur le clivage du peuple ukrainien. Ce clivage entre le nord-ouest orthodoxe sous influence lituano-polonaise et le sud-est sous domination tatare et ottomane, puis conquise par les Russes, se retrouve aujourd'hui dans la structure politique du pays. Le nord, pro-européen, se méfiant des Russes, et le sud, pro-russe, se méfiant des influences occidentales, assimilées au fascisme depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais que se serait-il passé si le pays n'aurait pas pu coexister? Il est probable que le pays se serait séparé en deux entités. Le nord aurait sûrement été assimilé par le royaume de Pologne avant d'être redevenu indépendant à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
mais englobé par l'URSS. Le sud aurait été intégré à l'Empire russe. Il est fort à parier que ce petit territoire du Nord soit devenu une république indépendante et satellite de la Russie lors de la chute de l'URSS. Mais revenons sur le déroulement de l'histoire, là où nous étions arrêtés. Pendant 2 siècles, les Cosaques se soulevèrent à plusieurs reprises contre les Polonais. Ils finissent par avoir gain de cause. Un territoire autonome cosaque a été créé et prend le nom d'Ukraine. L'histoire peut enfin commencer. Un siècle plus tard, en 1708, Ivan Mazepa réussit à faire reconnaître l'Ukraine par Charles XII de Suède, mais il sera battu par Pierre Ier de Russie lors de la bataille de Poltava. Les Cosaques deviennent les vassaux de la Russie et combattent dans leur armée contre l'Empire ottoman et contre la Pologne. Mais le pays reste toujours divisé et la partie sud sous contrôle des Tatars de Crimée. Lors du partage du royaume de Pologne, l'ouest de l'Ukraine devient autrichienne. Puis plus tard, Catherine de Russie étend son empire jusqu'à la mer Noire. Elle s'encombre pas le sentiment, annexant les Cosaques au passage. Elle s'empare pour l'occasion des 3/4 du territoire ukrainien actuel. Un mouvement de renaissance nationale ukrainien se fait jour à partir du milieu du XIXe siècle dans l'Empire russe. Mais le pouvoir russe considère que ce mouvement est téléguidé par les Polonais. Les cercles nationaux sont supprimés, il est interdit d'imprimer des ouvrages en ukrainien. Les élites russes considèrent les Ukrainiens comme des sous-Russes, des petits Russes. Avec ce mouvement régionaliste et malgré les interdictions, la culture ukrainienne connaît une renaissance. L'Ukraine reste tout de même partagée entre la Russie et l'Autriche jusqu'en 1917, année où elle accède pour la première fois à l'autonomie. Mais ça ne durera pas, le pays est repris par les bolcheviks en 1920. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1917, des troupes bolcheviques venues de Russie sont déployées à Kharkiv. Elles sont rejointes par des gardes rouges locaux, essentiellement des ouvriers évacués en 1914-1915 des usines de la Riga. En 1922, l'Ukraine fait partie intégrante de la nouvelle URSS. C'est sous la domination soviétique et avec les conséquences terribles de la Seconde Guerre mondiale qui ont meurtri son territoire que l'Ukraine consomme définitivement sa rupture avec la domination russe. À commencer par la grande famine génocidaire des années 1932-1933 qui a fait 5 millions de morts. Staline a voulu détruire l'identité ukrainienne qui menaçait son empire. Qu'est-ce qui a poussé l'URSS à affamer l'Ukraine, pourtant vitrine de la jeune Union soviétique? Alors l'Ukraine, niveau culture et production, c'est le haut du panier de l'URSS, et en plus elle était en plein essor industriel. Lénine avait fait en sorte en 1921 que la population ukrainienne, pour l'essentiel constituée de paysans, bénéficie d'un retour à la propriété privée lui permettant une relative aisance, et que son identité nationale soit conservée. Alors après la Grande Guerre et la révolution russe opposant l'armée rouge aux blancs pro-tsaristes, les Ukrainiens s'imaginaient un grand avenir. Staline, lui, il avait une autre vision, et il ferma la parenthèse idyllique pour mener à bien son communisme. Surtout, il craignait que les libertés octroyées aux minorités, notamment aux Ukrainiens, ne favorisent la résurgence des nationalistes et poussent à la révolte. Mais pour sa vision d'une URSS communiste forte et industrielle, Staline avait besoin de matos. Matos qu'on trouve à l'étranger, et pour ça il fallait des sous. Staline décide donc que l'exportation massive des céréales d'Ukraine finance les achats. Il confisque les récoltes, et pour faciliter les réquisitions et augmenter le rendement de production, il décrète la collectivisation de l'agriculture, l'abandon de la propriété privée au profit des sovkhozs et des kolkhozs, des fermes d'État et des coopératives. La réaction n'a pas manqué. Les paysans se rebellent en Ukraine et Staline en profite pour faire passer ces révoltes comme des ennemis du prolétariat, et il instaure une répression plus forte. Staline, dans sa volonté d'écraser l'Ukraine, ne s'arrête pas là et met en place en 1932 l'implacable loi des épis. En gros, garder sur soi quelques grains de blé ou de seigle devenait passible de la peine de mort. Puis, pour couronner le tout, il priva les paysans de leur passeport. Et durant l'hiver glacial de 1932-1933, la famine éclata. On en est arrivé à manger les chevaux, les chiens, les chats, les racines des plantes, puis les enfants. Les personnes affaiblies mouraient de faim ou de froid dans leurs maisons ou sur les trottoirs des villes. L'Ukraine devient un mouroir à ciel ouvert alors que l'URSS continuait d'exporter par millions de tonnes les céréales ukrainiennes. Cachée par le régime stalinien, la grande famine se déroula en silence, ignorée du reste du monde. Quand un journaliste, après un passage en URSS, en parla lors de son retour à Londres, on ne le prit pas au sérieux. Il faut dire que personne ne voulait se fâcher avec l'URSS, et quand le président du Conseil français, Édouard Herriot, fut invité à visiter l'Ukraine, il suivit un itinéraire balisé et vit des récoltes admirables. Il savoura même une excellente soupe, digne d'un grand restaurant lyonnais. Sa délégation s'étonna toutefois, sans poser de questions, de la présence de vêtements usagés qu'ils apercevaient au loin sur les bords des routes. Il s'agissait en fait de cadavres de personnes mortes affamées. Il a fallu attendre 40 ans et l'ouverture des archives soviétiques pour admettre l'existence de la grande famine.
Tous les pays ne le reconnaissent pas génocide. Seulement 24 pays le font. Tout au plus, ils acceptent la notion de crime contre l'humanité, comme l'Europe, ou appellent à un devoir de mémoire, comme l'ONU. Mais du coup, c'était quoi? Un génocide? Un crime contre l'humanité? Ou autre chose? Eh bien, un élément troublant vient aider à y répondre. Non seulement une vague de répression frappa l'Église ukrainienne, l'intelligentsia et les artistes à partir de 1929, soit au même moment que le lancement de la collectivisation, mais le Parti communiste d'Ukraine subit également une purge pendant la Grande Famine. Staline accusant les anciens partisans du leader nationaliste Simon Petlouria d'être à l'origine des actes de sabotage. Donc, d'un côté, les symboles culturels sont détruits et on fait disparaître les élites, et de l'autre, on instaure la famine pour se débarrasser des paysans qui haussent un peu la voix. Génocide ou pas, il n'en reste pas moins qu'un processus organisé de destruction de civils visant à la fois les personnes et les biens, alors qu'ils n'étaient pas en situation de se défendre, a bien été mis en œuvre en Ukraine entre 1932 et 1933. Mais si Staline n'avait jamais eu le pouvoir, cela aurait-il changé pour l'Ukraine? Si tu t'intéresses à la question, Alterist a fait une belle vidéo dessus. Je la mettrai en description. Mais il faut savoir que Trotsky aurait sûrement pris le pouvoir et aurait eu besoin de l'armée pour mener à bien sa révolution internationale. Et qui dit armée russe, dit cosaque. Il est fort à parier que les ressources de l'Ukraine soient mises au service de l'armée et de l'URSS, mais la famine aurait été moins forte. Le communisme constituant à cette époque une plus grande menace que les idéaux fascistes, il est fort probable que la guerre contre le reste de l'Europe coalisée avec les États fascistes ait eu lieu. Mais retournons donc là où nous avons laissé l'histoire. Le territoire ukrainien se retrouve davantage meurtri après la Seconde Guerre mondiale, constamment pris en étau par les politiques impériales russes et allemandes. Le sentiment ukrainien se renforce ainsi par le sens tragique de son histoire. Il faut attendre la progressive libération de l'Union soviétique menée par Mikhaïl Gorbatchev dès le milieu des années 1980 pour que le sentiment national-ukrainien soit entendu. L'Ukraine proclame son indépendance le 24 août 1991, 2 ans après la destruction historique et symbolique du mur de Berlin. Une indépendance plébiscitée par 90% des Ukrainiens. L'indépendance ne devient effective qu'à l'issue d'un référendum qui se tient le 1er décembre 1991 et qui recueille 90,3% de oui. Organisée le même jour, l'élection présidentielle est remportée par Leonid Kratchouf, qui entre-temps a quitté le Parti communiste et qui obtient 61,6% des voix. À partir de 1992, en raison de l'absence de stratégie cohérente de réforme, l'économie ukrainienne sombre rapidement sous les coups de l'hyperinflation et la chute de la production. La montée de la pauvreté et la baisse considérable du niveau de vie provoquent de graves mécontentements sociaux. Des élections anticipées sont rendues inévitables par l'obstruction parlementaire et par la crise économique. Elles aboutissent à la victoire de l'ancien Premier ministre, Leonid Koutchma, qui est élu en juillet 1994 avec 52% des suffrages sur un programme électoral qui prône un resserrement des liens, notamment économiques, avec la Russie et les pays de l'ex-URSS. Programme qui lui vaut le soutien de la plupart des Russes résidant dans la région orientale et méridionale du pays. Après plusieurs années plus ou moins démocratiques tournées vers l'ouverture européenne et la Russie, il ne se représentera pas, suite à un glissement vers le totalitarisme et un rapprochement avec Poutine. Il soutiendra son successeur, et celui-ci sera élu. Mais, suite à la révolution orange, la Cour suprême de l'Ukraine invalide l'élection. C'est le parti de l'opposition qui prend le pouvoir, et ça plaît pas à la Russie qui menace de couper le gaz. Une coalition pro-russe, pro-Europe se met en place, ce qui conduit à la réélection cette fois-ci validée du candidat pro-russe qui resserre les boulons. Cela amène à un soulèvement populaire qui amène au pouvoir Porochenko, et celui-ci mène une politique d'ouverture sur l'Ouest qui amène à un soulèvement pro-russe dans le Donbass en 2014 et à l'annexion de la Crimée. Quant à la suite de l'histoire, suite à l'élection de Volodymyr Zelensky et d'une politique pro-européenne, nous la vivons en ce moment avec l'invasion et la guerre que mène Poutine contre l'État d'Ukraine. État qui pour lui n'est pas légitime. Voilà, j'espère que la vidéo vous en a appris un peu plus sur l'histoire de l'Ukraine et sur les liens troubles qui existent avec la Russie. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre le pouce bleu, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et vous pouvez aussi interagir dans les commentaires dans le respect de chacun. Et n'oubliez pas, c'est en connaissant l'histoire qu'on peut saisir le présent et inventer le futur. Si mon travail vous plaît, vous pouvez retrouver mes vidéos sur ma chaîne. A bientôt.